Mission TV, le miroir du monde. Ok, ça va. Après les cultes, à 15h, visite officielle du mémorial au Palais de Marbre. En 1961, Mosé, alors âgé de 20 ans, a déclaré à sa mère qu'il deviendra un autre Lumumba pour continuer l'œuvre de Lumumba, assassiné, chose qu'il a faite jusqu'à subir les mêmes sorts que Lumumba. Telle qu'elle a explosé aux yeux du monde avec Joseph Kabila, organisant pour la première fois dans ce pays des élections générales avec les fonds propres de la République démocratique du Congo. C'est Kinshasa, je suis parti en banque en ville. Je suis rentré avec mon salaire dans un sachet. Comme ça, il n'y avait pas de Koulouna, il n'y avait plus de Koulouna. On t'attrape, on te demande pourquoi, et c'est fini. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Mouyomba, Paulette. Hey, Mouyomba. Bonne année d'abord. Bonne année. Bonjour. Hey, Mouyomba, ça va. Votre honneur, Dada. Comment ça va? Merci, sentez-vous chez vous. Merci. Vous pouvez c'était ça va. Parce que je me retrouve. Allez-y aussi. Ok, ça va.
Désiré Kabila organise un culte interreligieux d'action des grâces le samedi 16 janvier 2021 à 11h au mausolée musée Laurent Désiré Kabila. Suivi du dépôt de gerbe de fleurs à 13h juste devant la tombe des ministres disparus au mausolée après les cultes. À 15h, visite officielle du mémorial au Palais de Marbre. Le mémorial sera ouvert au public le 16 et 17 janvier de 9h à 17h au Palais de Marbre. Le présent communiqué tient lieu d'invitation. Musée Laurent Désiré Kabila, le peuple congolais ne t'oubliera jamais. Honorables députés et sénateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers jeunes, futurs cadres de la République, héritier naturel de musée Laurent Désiré Kabila. Je vous invite maintenant à vous lever pour chanter l'hymne national. D'entendre les différentes conférences qui seront données ici. Et avant de commencer, nous voulons inviter de n'aille à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Son public est intitulé « Les idées first de musée Laurent Désiré Kabila », sous-titre « La jeunesse face aux défis et responsabilités ». Rapidement, je vais revenir sur le déroulé de la manifestation d'aujourd'hui. Et juste après... Chefs des confessions religieuses, mes jeunes frères et sœurs, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives, je tiens à vous remercier très sincèrement, individuellement et collectivement, pour les temps précieux que vous avez consacré à cet événement si important, organisé en mémoire du musée Laurent Désiré Kabila, troisième président de notre pays et notre héros national. Comme l'année dernière, et précisément le 15 janvier 2020, lorsque nous avons fait le lancement de la première leçon publique, nous voilà, nous sommes de nouveau prêts à apprendre. À apprendre parce que une leçon publique, de façon générale, nous permet d'apprendre d'une manière pédagogique la pensée, les valeurs incarnées et les œuvres de musée Laurent Désiré Kabila et comment les pérenniser pour les générations futures. C'est pourquoi la leçon publique d'aujourd'hui va se focaliser sur les idées forces du musée et le rôle de la jeunesse face aux défis et responsabilités pour prendre les relais. La jeunesse doit prendre les relais, pas seulement par les paroles, mais devrait passer de la parole aux actes. Certes, comme lui-même Musée l'avait fait, quand à la mort de notre tout premier ministre Patrice Emery Lumumba, en 1961, Musée, alors âgé de 20 ans, a déclaré à sa mère qu'il deviendra un autre Lumumba pour continuer l'œuvre de Lumumba, assassiné, chose qu'il a faite jusqu'à subir les mêmes sorts que Lumumba. Mes jeunes frères et sœurs, dans cette salle, Musée a achevé sa course. Nous avons pris les relais. C'est maintenant à vous de vous préparer, de prendre les relais pour l'avenir. Et l'avenir, c'est maintenant. Et il se prépare par l'apprentissage. C'est ainsi que pour la leçon d'aujourd'hui, nous avons aligné des personnalités qui ont connu et travaillé avec Musée, chacun à sa façon et dans son domaine.
Ils vont vous parler de leurs convictions et pourquoi ils en croient encore 20 ans après sa disparition tragique, dont notre modérateur fera la présentation. Il a déjà fait ça dans peu de temps. Je vous invite donc à les écouter avec une attention soutenue. Prenez note, c'est nécessaire pour aller apprendre aux autres. Bref, vous devenez le formateur des formateurs à l'issue de cette leçon. Avant de terminer ces mots, je vous demande d'avoir une pensée pieuse pour tous les compatriotes qui nous ont quittés à raison des catastrophes naturelles, conflits armés, les maladies, des militaires comme des civils, et tous nos martyrs connus et inconnus qui ont sacrifié leur vie pour notre nation. Avec l'indulgence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, je demande à l'Assemblée de s'élever pour 1 minute de silence et de méditation à leur honneur. Je vous remercie. Notre cher pays et patrie, je vous remercie. Très infiniment de m'avoir associé à ce beau devoir de commémoration de la mémoire d'Mz Kabila, une personnalité que, pour de nombreuses raisons, nous avons admirée, nous avons aimé, nous avons chéri en toute sincérité. Je prends la parole pour contribuer à faire comprendre davantage la grandeur politique et humaine de cette personnalité éminente qu'il fut, qu'il est et qu'il sera toujours. En fait, je continue un travail que j'ai déjà entamé il y a quelques années. J'ai publié en 2017 un petit ouvrage qui résume la philosophie politique de Mz. Il y a 2 ans, en 2019, j'ai publié un ouvrage à Louvain, en Belgique, qui reprend la pensée des 4 premières grandes personnalités politiques de notre pays, à savoir Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, Joseph Désiré Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Ces livres sont disponibles. Mais pour la présente circonstance, j'ai choisi de mettre en exergue, comme cela m'a été demandé, les principales qualités ou grandes vertus politiques et morales de Mz. Mais je crois utile de commencer par nous resituer dans l'ambiance idéologique et politique du monde après la Seconde Guerre mondiale. Car la plupart de nos jeunes qui sont nés à partir de 1997 et qui ont donc moins de 25 ans ne savent pas trop comment se présenter le contexte des choix politiques de nos aînés, de nos pères de l'indépendance. Ensuite, je donnerai à méditer sur notre sens de fidélité aux idéaux de Mz. Et enfin, je proposerai juste une action qui me paraît nécessaire d'entreprendre pour plus d'efficacité auprès des jeunes. D'abord, le contexte. Vous le savez, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1950, c'est la guerre froide mondiale qui s'installe et qui influe sur les décisions et les destins de toutes les nations du monde. La guerre froide est essentiellement idéologique, chaque camp voulant faire comprendre à l'autre sa capacité de vaincre l'autre sur le plan notamment militaire. Les 2 camps sont focalisés sur des visions du monde différentes, sur des idéologies opposées quant à l'organisation des sociétés humaines.
Dans le monde occidental, c'est le libéralisme capitaliste, comme vous le savez, qui doit pouvoir conduire le monde. Tandis que dans le monde oriental, essentiellement celui de l'Union soviétique, c'est le socialisme qui est dit être scientifiquement construit et c'est celui-là qui devrait pouvoir ordonner les sociétés du monde. Mais la sortie de la guerre mondiale institue également une mouvance de pensée nouvelle, différente, dualiste. La création de l'Organisation des Nations Unies insuffle la volonté de liberté, la volonté du droit du peuple à l'autodétermination et engendre des envies d'indépendance. Et désormais, tous les deux camps lorgnent l'un ou l'autre pays pour une annexion idéologique. Le camp capitaliste et le camp communiste. La philosophie libérale de l'Organisation des Nations Unies proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme et les peuples du monde y trouvent, en tout cas les peuples du monde opprimés, y trouvent un appui solide à leur volonté de libération. La pleine et immédiate accession des pays dominés à l'indépendance. Et le jeune Laurent, à peine âgé d'une vingtaine d'années, choisit son camp, s'implique dans la politique, se mettant depuis Elisabethville aux côtés de Gézène Sendwe, leader politique du mouvement national congolais El Lumumba. Donc c'est dès la prime jeunesse qui se rend compte qu'il faut absolument travailler à lutter contre l'impérialisme. Si nous manquons de courage, nous ne pouvons jamais arriver à construire quelque chose qui soit à la fois beau et grand. La deuxième qualité ou vertu morale, c'est la persévérance. Vous le savez bien, il est entré dans ce qu'on peut appeler l'opposition au moment où on écarte le gouvernement Lumumba en 61, donc il est déjà tué, et pendant 30 ans, plus de 30 ans je crois, il est resté sur la même ligne de pensée et de combat politique jusqu'en 1997. Et cela, malgré les harassements dont il est l'objet de la part du gouvernement en place et malgré les appâts parfois tendus pour qu'il quitte ce combat qu'il menait et qu'il rejoigne le régime, malheureusement, que Nzé Kabila trouvait dictatorial, et il en avait raison. La troisième qualité que Nzé nous demande d'adopter et que nous trouvons chez lui, c'est, vous le savez aussi, c'est la foi en la discipline. Discipline dans tous les domaines, où que nous soyons, si véritablement nous voulons faire quelque chose de beau, de durable, de solide, nous avons l'obligation de la discipline. Discipline dans les finances, discipline à l'école, discipline dans la profession. C'est une qualité importante. Tout ce que nous avons retenu de lui probablement c'est ce que, et c'était tout à fait formidable, c'est cette autorité qu'il avait déjà annoncé depuis Lubumbashi, avant même d'arriver à Kinshasa, que lui, c'est un homme de discipline. Il nous a réglementé jusque dans nos moyens de transport. Discipline. La discipline aide à avancer. Même si un jour on ne remarque pas, on ne récompense pas votre discipline, mais tôt ou tard, ça produira du bien.
peut-être pas pour vous-même, mais pour vos enfants, pour les enfants de votre pays. Quatrième valeur, évidemment, c'est l'intégrité morale. L'intégrité morale. Personnellement, je n'ai pas connu de près Laurent Désiré Kabila, mais j'ai été recommandé auprès de lui par un ami, par l'homme qui devait m'amener là, mais personnellement, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais lu, dans les nombreux ouvrages que j'ai lus, quelque part où on dit que Mzee a volé l'argent du pays. Mais au contraire, même quand il fut dans le maquis, il est affirmé par ses biographes que jamais il ne s'est enrichi personnellement. Il ne s'est pas construit des palais somptueux ici sur le boulevard. C'est grâce à son intégrité morale. Cinquième valeur, c'est l'acharnement au travail. Et là, je vais aller vite. Qui va l'amener à l'engagement, à vouloir toujours montrer la voie à la jeunesse, au peuple congolais. La voie à suivre. Et cette voie, c'est l'exigence, évidemment, de nous organiser nous-mêmes, de nous prendre en charge nous-mêmes. Ne comptons pas sur les autres. Ça, c'est la leçon qu'il a apprise du socialisme africain de Nyerere. Ne comptons pas sur les autres. Les autres ne viendront pas nous développer. On peut beau faire venir la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la BAD, nous n'allons pas nous développer. Toutes les études scientifiques le montrent. Mzee savait ça. Vous vous rappelez que quand il arrive, il a mis en marche notre économie et il a financé plusieurs projets par ses propres moyens, les moyens du Congo. Donc il nous faut nous prendre en charge. Sixième valeur, on pourra y revenir dans les questions, c'est le souci pour la jeunesse. Qu'il faut sortir du chômage et du désœuvrement. Et c'est là le sens qu'il faut donner à cette idée de créer le service national. Je pense que c'est exceptionnel. Un homme qui aimait le travail. Je peux dire même que c'était un bourreau du travail, c'est-à-dire quelqu'un qui est très attaché au travail. Mzee Laurent Désiré Kabila, un homme de rigueur et de discipline, sans que je ne puisse pas anticiper. L'honorable Josué Moufoula sera à côté de moi pour vous expliquer en détail ce que je veux dire. Il était à l'époque ex-Kadogo de l'AFDEL, chef de travaux à l'UPN, doctorant à l'UNIKIN, écrivain, et maintenant il est député national, élu du Nord Kivu. Honorable. Mesdames et messieurs, distingués invités, 20 ans après la disparition tragique de Mzee Laurent Désiré Kabila, que retenir par rapport à l'engagement citoyen de jeunes dans la lutte pour la libération? Mon propos ici n'est pas de faire un exposé magistral, il est plutôt un bref témoignage empirique d'un petit Kadogo qui a évolué idéologiquement aux côtés du grand Mzee Laurent Désiré Kabila et de son héritier Afande Joseph Kabila. Vous le savez tous, la philosophie politique de Mzee Laurent Désiré Kabila était, comme dirait mon maître à penser, le professeur Ngoma Binda, qui dirige ma thèse de doctorat, une véritable philosophie inflexionnelle, c'est-à-dire une pensée orientée vers une profonde transformation de soi et corollairement vers une transformation radicale de la société tout entière. C'est à ce titre que, comme un grand qui
rencontre une terre fertile et nous a non seulement séduit, mais surtout orienté irréversiblement notre propre destin. Quel a été donc l'apport de riches enseignements de Mzee dans mon parcours personnel? Mesdames et messieurs, distingués invités, des vents de perspectives sombres qui paralysaient l'espoir de la jeunesse pour un avenir radieux, suite et bien entendu aux mots et antivaleurs qui rongeaient la société zaïroise de l'époque, je n'ai pas pu résister à l'appel pathétique de Mzee à la place aux ACAF à Goma pour rejoindre les forces combattantes de l'AFDEL. Ce fut un certain 26 octobre 1996. Par cette décision courageuse, à l'insu de mes parents, à mes 12 ans d'âge, j'avais compris qu'il fallait tout d'abord sortir de l'inertie, bannir les jérémiades, les critiques oiseuses et s'engager non sans risque dans une lutte noble pour la dignité. Quelques années après avoir servi sous le drapeau, les autorités avaient permis à plusieurs d'entre nous de regagner le banc de l'école. Et comme on pouvait s'y attendre, cette conversion et réintégration sociale n'était pas du tout commode, en dépit du soutien de quelques personnalités que la providence divine avait placées sur mon chemin. Le sens de l'autoprise en charge, nous légué par Mzee, a donc été plus qu'indispensable pour moi. Franchir le cap du secondaire au collège Saint-Georges à Kitambo, entreprendre les études de philosophie à l'université de Lubumbashi, obtenir un diplôme d'études approfondies à l'université catholique du Congo, devenir un chef de travaux à l'université pédagogique nationale et doctorant à l'université de Kinshasa, lutter pendant près de 9 ans pour se faire élire député national. Tout cela a été grâce à l'énergie positive, à la détermination et à la persévérance dans un objectif que la pensée de Mzee a imprimé en nous. Les valeurs de patriotisme, du nationalisme prônées par Mzee continuent à affermir notre engagement politique sans compromission. Mesdames et messieurs distingués invités, le temps nous imparti étant court, je voudrais clôturer mon petit mot en nous invitant, nous jeunes, au sens de responsabilité, d'engagement citoyen et surtout de la résistance face à plusieurs forces internes et externes qui voudraient rétablir l'ordre de domination et d'exploitation. Un peuple sans nationalisme est un peuple sans histoire et ne peut donc un peuple sans nationalisme, disais-je, est un peuple sans histoire et ne peut donc espérer en un avenir radieux, disait Khalil Gibran. Merci pour votre attention. Comment et pourquoi le troisième président de la République démocratique du Congo, Mzee Laurent Désiré Kabila, a été la résurrection idéologique et politique de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de notre pays. Mesdames et messieurs, le point commun entre Lumumba et Kabila se résume principalement en deux citations. La première remonte au premier meeting de Patrice Emery Lumumba à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, le 29 décembre 1958.
Lumumba avait dit, je cite, « Nous voulons nous libérer pour collaborer avec la Belgique dans la liberté, l'égalité et la dignité. C'est un droit fondamental, naturel et sacré qu'aucune puissance ne peut nous arracher. Cette collaboration n'est pas possible dans des rapports de sujétion et de subordination. » Fin de citation. La deuxième citation, c'est dans son tout dernier message enregistré dans la prison de Tisville, aujourd'hui Mbanza-Ngungu, avant d'être expédié au Katanga le 8 janvier 1961. Lumumba dit, je cite, « Nous savons très bien que l'on ne construit rien de durable dans la haine et la rancune. Et nous devons combattre jusqu'aux racines la haine tribale et le racisme qui représentent des obstacles aux relations entre les hommes et les peuples. Je sais que je vais mourir, mais je dois vous parler de mon programme politique qui a toujours été le Congo aux Congolais et la gestion du Congo par les Congolais, aidés par les techniciens qui sont disposés à servir le pays, et ce, quelle que soit leur nationalité. Et s'il faut que je meure pour cette vision, prenez-moi, je suis prêt. Fin de citation. Mzee Laurent-Désiré Kabila les répétait à souhait. Ces deux messages ont toujours constitué les fondements déterminants de mon catéchisme politique. Mais de mon point de vue personnel, l'analogie entre Patrice Emery Lumumba et Laurent-Désiré Kabila s'énoue dans trois axiomes ci-après: l'indépendance nationale, l'unité et l'autodétermination du peuple congolais, et enfin le panafricanisme. L'histoire, elle aussi, rapproche les deux hommes. Il y a d'abord la proximité de la date de leur assassinat respectif. Le 16 janvier pour Mzee Kabila, le 17 janvier pour Lumumba. Ensuite, ce sont les difficultés auxquelles ils se sont heurtés dès le début de leur accession à l'exercice du pouvoir d'État. À peine Lumumba a-t-il prêté serment comme Premier ministre le 30 juin 1960 que le 11 juillet 1960, le Katanga décrétait la sécession. Un mois plus tard, le 9 août 1960, Albert Kalonji proclama l'État indépendant du Kasaï et le Congo amorça sa descente aux enfers. Quant à Mzee Laurent-Désiré Kabila, il accède au pouvoir en mai 1997 et le 2 août 1998 commence la guerre d'agression menée par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi contre la République démocratique du Congo. J'ai toujours en mémoire la leçon qu'avait tirée Mzee Laurent-Désiré Kabila de cet inqualifiable événement. Le 3 août 1998, lors d'une réunion où nous affûtions les dispositifs de la résistance nationale, Mzee nous déclara, je cite, « Il y a comme une sorte de décret mondial qui interdit à l'élite congolaise d'aimer le Congo, d'être patriote et de se dévouer pour le bien-être des Congolais. Seuls les dirigeants congolais qui trahissent leur pays et qui les livrent aux appétits prédateurs de l'étranger ont droit à la reconnaissance, à l'amitié et à l'assistance de puissance de ce monde. » Fin de citation.
Le dernier point d'intersection entre les deux personnages est ce que Musée lui-même présentait comme l'héritage spirituel et idéologique de Lumumba à l'élite politique congolaise. Musée les résumait par cette évocation de Lumumba au cours d'une tournée de pacification du pays menée en juillet 1960 avec le président Kasavubu. Lumumba avait notamment déclaré « Soyons capables de grandeur à la hauteur de la grandeur du Congo et de ses grands problèmes. » En résumé, donc, l'amour du Congo, les nationalismes, les panafricanismes, tels sont le point commun entre les deux hommes. Au-delà de tous ces points de convergence idéologique, un trait de caractère leur était commun. C'est leur intégrité morale respective qui a engendré pour l'un comme pour l'autre la notion de gouvernance intègre. Le professeur Ngoma Binda en a fait mention tout à l'heure. Musée Laurent-Désiré Kabila ne s'est pas enrichi au pouvoir. Il est mort pauvre, sans maison, sans compte en banque, ni à l'intérieur du pays, ni à l'extérieur du pays. Je me rappelle que le 2 janvier 2001, quelques jours seulement avant sa mort, Musée Laurent-Désiré Kabila avait réuni tous ses ministres, posant le montant de son salaire sur la table. Il nous déclara: vous allez vous partager tout ce que j'ai obtenu comme salaire ce mois. J'ai rassemblé dans ces enveloppes mes économies et je veux et je tiens à ce que chacun ait une part égale de tout ce que j'ai pu réunir comme argent depuis que je suis au pouvoir. Je veux partir léger. Rares étaient ceux qui comprirent ces gestes et il fut assassiné 2 semaines plus tard. Que peut-on dresser comme bilan lumumbiste de Musée à la tête de la République démocratique du Congo? Beaucoup s'en rendent à peine compte. Musée a réhabilité les drapeaux de Lumumba. Musée a restauré l'hymne national de 1960 debout congolais. Musée a rétabli le nom Congo originel, le nom Congo de père de l'indépendance, abandonnant les Zaïre qui était la volonté d'un homme, Mobutu. Au soir du 30 juin 1998, jour de l'introduction du franc congolais, Musée m'avait fait intimement cette confidence. Je cite: ils avaient assassiné Lumumba pour mettre le destin du Congo à l'envers. Je l'ai remis en endroit. Il ne me reste qu'une chose: réaliser la volonté prématurément interrompue de Lumumba, celle de refaire l'honneur du Congo en faisant le bonheur de chaque Congolais. Sur le plan social, Musée a instauré les services nationaux par lesquels des jeunes de toutes les ethnies étaient brassés, apprenaient les 4 langues du pays et devaient travailler ensemble sur des projets agricoles. Musée avait un rêve à travers les services nationaux: enrôler 10 millions de jeunes pour réaliser l'autosuffisance alimentaire nationale en ayant 3 ans. Au travers des services nationaux, Musée souhaitait pratiquer la démocratie participative et directe et exhorter le peuple à l'auto-prise en charge à la base.
À cette fin, il créa les comités du pouvoir populaire, des organisations de base dont le membre s'est mobilisé pour résoudre par leurs propres moyens d'abord les problèmes qui s'est posés dans leur quotidien. On n'a pas encore remis à la mémoire nationale toute la richesse de la pensée qui a milité pour la création des comités du pouvoir populaire. Par les comités du pouvoir populaire, Musée s'évertuait à développer une conception africaine et congolaise de cette démocratie participative et directe où l'autodétermination populaire était appelée à s'exprimer et à se manifester au travers du principe de l'autoprise en charge des populations au niveau de leurs rues, de leurs quartiers et de leurs villages. Ainsi parlait-il, et il a consigné dans un ouvrage de la redémocratisation du Congo en révisitant le socialisme de premiers leaders africains, notamment Senghor, Nyerere, Bourguiba, et leur version de ce qu'on avait qualifié à l'époque de socialisme africain. Mais aussi, Musée voulait forger une version revue et remaniée du socialisme de Nkrumah et de Cabral, qui avaient intellectuellement assumé l'inspiration marxiste-léniniste de leur orientation politique. Et enfin, Musée voulait faire autre chose que ce que Sékou Touré avait mis en mouvement en se servant du socialisme pour implémenter l'exercice d'un pouvoir tyrannique. Les comités du pouvoir populaire, disait-il, s'inspirent de la palabre traditionnelle congolaise dont on n'a pas encore exploité toutes les vertus pour l'organisation et la conduite des institutions de l'État. De l'indépendance à nos jours, renchérissait Musée, l'exercice du pouvoir d'État reste essentiellement fondé sur la recherche de la conformité du système de gouvernance nationale à la prétendue universalité politique, technique et économique occidentale. Malnutrition et la misère. Et il continua. Demain, nous allons créer les cantines populaires. Nous allons élaborer par après, 6 mois après cette première expérimentation, une loi relative à la sécurité alimentaire nationale. Cette loi devra consigner les 3 principes fondamentaux ci-après. 1. L'alimentation adéquate et saine reconnue comme droit de chaque citoyen congolais et obligation de l'État. 2. Souveraineté nutritionnelle et sécurité alimentaire reconnue comme première raison d'être du gouvernement de la République et fondement stratégique du développement socio-économique du pays. Et 3. Renforcement du rôle régulateur de l'État qui doit placer la protection du droit de chaque Congolais à la sécurité alimentaire au-dessus des intérêts du marché et de la spéculation tant financière qu'économique. Et c'est Musée qui parlait. J'avais prévu beaucoup de témoignages, mais je suis harcelé par M. Jacques. Un dernier témoignage. Je me rappelle qu'en mars 1998, à l'occasion d'un sommet africain, Musée avait rencontré en Ouganda le président américain Bill Clinton. S'adressant à Musée, le président américain, qui se souvenait de Mobutu, fidèle allié de son pays du temps de la guerre froide, a dit à Musée ceci.
partout et tous les services américains vous présentent comme un leader communiste. Mais Monsieur le Président, comment pouvez-vous encore croire au communisme en 1998? Musée éclata de sourire et répondit à Bill Clinton, Monsieur le Président, tout comme Lumumba, je ne suis pas communiste. Il se tourna vers Jesse Jackson et lui dit, mais vous me connaissez, pourquoi n'avez-vous pas corrigé ces regards sur moi? Et il continua, comme Lumumba, je suis tout simplement un patriote. J'aime le Congo comme vous aimez les États-Unis d'Amérique. Et j'ai décidé de me dévouer pour le bien vivre des Congolais au péril de ma vie. Je ne supporte pas de voir que l'un des pays les plus riches du monde abrite, héberge le peuple le plus pauvre du monde. Voilà pourquoi je me bats. Musée nous a appris la discipline. Je dois respecter l'ordre. Qu'il s'agisse de Lumumba ou de Laurent Désiré Kabila, il y a eu manifestement une volonté internationale délibérée de les empêcher de gouverner en toute liberté, comme si le monde avait peur que le Grand Congo, au cœur de l'Afrique, soit dirigé par des intellectuels, par des nationalistes, par des visionnaires et par des patriotes probes et engagés. Et parce qu'aujourd'hui on parle à la jeunesse congolaise, ce n'est pas sans le sentiment poignant d'une injustice du destin que je me permets de dire et de conclure, jeunesse congolaise, Lumumba a allumé la flamme de l'autodétermination nationaliste et du volontarisme patriotique. Musée Laurent Désiré Kabila l'a rallumé. Alors, faites en sorte que cette flamme ne s'éteigne jamais. Je vous remercie. Honorable sénateur, Perse, je sais que tu gardes en toi l'immense trésor de Musée Laurent Désiré Kabila sur la femme et le genre. Sûrement. Bien, merci. Merci. Mon témoignage s'inspire de ma propre expérience aux côtés de Musée. Et l'année 1997 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Je suis au secrétariat de l'information, en la salle de la rédaction, en train de préparer l'édition soir du journal radiodiffusé Alliance Actualité. On nous annonce une conférence de presse avec M. Laurent Désiré Kabila, les porte-parole de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, dans ses quartiers à Imbi. Avec deux collègues, nous sommes partis. La presse internationale y était majoritaire, étant donné que la situation de la guerre qui a dispersé les populations, les journalistes aussi. Je prenais note, tout le monde posait des questions. Debout dans mon coin, je demande quand même la parole et Musée accepte. Pose-moi la question. Dit-il, pourquoi il y a... moi je pose alors la question, pourquoi il n'y a pas de femmes dans les structures de l'AFDEL? J'avais quand même remarqué qu'il n'y avait pas assez de femmes. Et si le mot féministe veut revendiquer la reconnaissance ou l'extension des droits des femmes dans la société, oui, je suis vraiment féministe. Mais dans le cas précis, je voudrais bien tester les niveaux de protection du genre par le révolutionnaire Musée Laurent Désiré Kabila.
ne pas avoir remarqué la femme parmi les acteurs de la Révolution suscitait une curiosité quand même. Et la réponse de Mzee était claire. Il n'y a pas de révolution sans la femme. Aucun changement par la lutte révolutionnaire au monde n'a réussi sans l'apport de la femme. Même si elle prend un peu de temps avant de s'impliquer. Mais idéologiquement parlant, ce sont les mères, les épouses, les sœurs qui adhèrent les premières en encourageant leurs enfants, leurs maris ou frères à soutenir le mouvement qu'ils militent. Ce mouvement qui milite pour le bien-être de la société dont elle, la femme, est le socle. Alors pour mieux éclairer Malaterne, il a poursuivi en disant que les femmes étaient dans les maquis depuis les années 60 et au front et à l'éducation scolaire des enfants dans les maquis. À Kinshasa, d'ailleurs, quand il est devenu président, c'est à une femme que Mzee confiant la présidence de l'Assemblée constituante qui avait pour siège la ville de Lubumbashi. La lutte de la libération par l'AFDEL a bénéficié de l'appui total de la femme congolaise et le ralliement de la jeunesse à cette cause était l'expression de ce soutien-là. Le président de la République, Mzee Laurent Désiré Kabila, a à cet effet confié des responsabilités des structures sociales aux dames créées pour soutenir les familles. Je ne citerai pas ici, je ne reviendrai pas sur les cantines populaires, expliquer l'organisation parce que l'honorable Didier Moumengi en a déjà assez parlé. Et alors, pour soutenir les familles, Mzee avait créé ces structures et ce sont les femmes qui s'en sont chargées. Il fallait organiser les femmes à la base car pour Mzee, la force d'un pouvoir politique commence à la base pour canaliser les initiatives de l'OTAN prises en charge et soutenir les ménages dans un moment de guerre. Mzee Laurent Désiré Kabila a installé à travers la ville de Kinshasa et celle de Lubumbashi les cantines populaires où les familles et les commerçants moyens venaient s'approvisionner au bon prix, en denrées alimentaires au bon prix. Les pays... Le contenu de leur démarche est une sorte de concaténation rationnelle, une logique de remplacement d'un joueur par un autre, mais continuer à la même œuvre, telle qu'elle a explosé aux yeux du monde avec Joseph Kabila, organisant pour la première fois dans ce pays des élections générales avec les fonds propres de la République démocratique du Congo et sans observateur occidental pour venir surveiller, parce que j'ai vu très peu, presque jamais, d'observateurs congolais aux élections belges ou françaises. Et donc, la souveraineté ne doit plus être qu'un slogan, il faut la matérialiser dans l'organisation de structures de l'État. Le nationalisme chez Mzee s'impose malgré ce que les gens ont considéré comme un retard d'allumage de la part de Mzee sur le plan épistémologique, parce qu'il professe encore cette science au moment où plusieurs des progressistes des années 60 avaient quasiment rangé leurs armes. Et donc l'on pense que Mzee refait le monde de 1960 en 1997, alors qu'il n'en est pas question. Mzee est conscient que le monde s'est mondialisé entre-temps, que l'ultralibéralisme avait triomphé du communisme, que le monde de la guerre froide avait laissé la place à un unilatéralisme américain, un ultralibéralisme dominant, et l'hégémon américain était en train de dicter la loi à l'évolution du monde entier. Mais malgré ce silence sur le plan idéologique, on décrétait d'ailleurs à l'époque la mort des idéologies. On disait que les idéologies ne valaient plus la peine d'être étudiées parce qu'il n'y avait qu'une seule idéologie qui avait gagné. On parlait à l'époque avec Francis Fukuyama de la fin de l'histoire et qu'il n'y avait plus rien à inventer. Le monde était dans le libéralisme et la fin de l'histoire était entendue.
Mais justement, c'est pendant cette période que Musée rappelle la nécessité de l'identité des peuples, la nécessité de leur autodéfinition et de l'autodétermination. Il n'y a aucune contradiction à parler du nationalisme dans un monde qui se mondialise et qui prétend avoir zappé les frontières. À cause des prouesses technologiques, on croit être devenu un seul pays, ce qui est tout à fait faux. C'est peut-être le monde occidental qui a connu du retard d'allumage, parce que les nationalistes, de plus en plus, se vivent comme des populistes de l'Amérique jusqu'en Pologne, en passant par d'autres pays. Ce que fait Donald Trump n'est autre chose que l'affirmation en disant « America First », l'affirmation de l'intérêt américain avant toute autre chose. Ce n'est en rien différent de ce que les Africains ont enseigné aux Occidentaux de tout le temps, qu'il était indispensable de laisser chaque pays définir sa ligne de conduite pour pouvoir accéder au développement, qu'il y avait un besoin d'autodéfinition de chaque peuple afin d'atteindre le niveau qu'il veut selon sa propre définition, et qu'il n'y avait pas de diktat à recevoir, surtout de ceux qui nous avaient hier, avant-hier, esclavagisés, hier colonisés et néocolonisés aujourd'hui, et qui avaient encore en tête de continuer à avoir une mainmise sur l'évolution de nos sociétés. Il a donc été indispensable qu'à l'action que tout le monde pouvait voir, il soit allié la réflexion philosophique, et nous avons eu une chance historique d'être avec cet homme-là, qui se prenait, comme Socrate, à enseigner et à demander à ces jeunes qui l'entouraient d'écrire, parce que, je ne sais pas s'il le savait, il n'avait que 3 ans à présider aux destinées du pays. Il fallait donc continuer ce travail. C'est vrai, les rangs deviennent un peu clairsemés parce qu'il y en a beaucoup qui ont franchi la ligne et se sont rendus à l'ennemi, ce qui était une infamie suprême dans l'entendement de Musée, de pouvoir renoncer à ces vertus cardinales enseignées dans notre idéologie lorsqu'il disait de quelqu'un qu'il était un camarade, c'est-à-dire c'était un compagnon de lutte avec qui il avait partagé les mêmes valeurs de rédemption de la République démocratique du Congo. Il avait une foi inébranlable au potentiel de libération qu'il y avait dans le peuple, qu'il se disait être le soldat du peuple, parce qu'il voyait le monde qui évoluait dans une conception manichéenne, c'est-à-dire les choses évoluaient toujours en double phase, les uns contre les autres, les riches contre les pauvres, les femmes contre les hommes, les jeunes contre les vieux, les pays nantis contre les pays démunis, ainsi de suite. Et Musée a dit, je fais mon choix, j'ai pris le parti du peuple, j'ai fait mon choix, je me suis engagé derrière les démunis, je me suis engagé du côté des jeunes, je me suis engagé du côté des paysans, je me suis engagé du côté des ouvriers, je me suis engagé du côté de ceux qui sont exploités dans leur lutte contre l'exploitation, autant en interne qu'en international. Mais Musée est conscient que ceux qui dominent connaissent la force, la puissance du poids du nombre. Et donc, ils vont s'atteler à travers multiples artifices de devoir diviser le peuple. Parce qu'un peuple uni dans une cohésion sociale et philosophique est invincible. Et donc, les exploiteurs de ce monde vont s'organiser en sorte que le peuple ne puisse plus avoir la conscience de groupe, et on va donc lui créer des micronationalismes à connotation ethnique, tribale, parfois confessionnelle, donc religieuse. Nous sommes les Bena Sessi, nous sommes les nous sommes les Baswahili, nous sommes, et on a réussi à asseoir une domination sur un peuple pourtant mature en le divisant. Et au moment où ressurgit le tribalisme que vous vivez, vous n'avez qu'à tourner votre regard pour voir comment la tentation est grande de s'organiser selon l'appartenance à une ère linguistique. Je crois qu'en appeler à Musée
devient une condition sine qua non de survie de la nation congolaise. La balkanisation de ce Congo, cher Mulumba, ne se fera pas que sur le plan géographique. Elle va commencer par nous diviser d'abord, te démontrer que tu n'as rien en commun avec moi parce que tu parles une langue différente de la mienne. Et donc, nous devons prendre conscience dans tout ce que nous faisons. Ne jamais trahir le Congo, c'est en assurer la cohésion sociale, en admettant que tout Congolais a droit à tout ce qu'un autre Congolais a, de sorte que celui qui vient avec un discours de division trouve une muraille infranchissable parce que le peuple s'est coalisé pour défendre ses intérêts. Donc, nous est de ce combat-là que ceux qui se croient nationalistes regardent en Lumumba, regardent en Mzee Laurent Désiré Kabila, de père fondateur de ce patriotisme indispensable, quoique le monde soit devenu mondialisé par la mondialisation, la globalisation à caractère économique. Ne perdons pas de vue que nous sommes d'abord Congolais. Ce n'est ni du chauvinisme, ni de la haine envers les autres, mais aller vers l'autre signifie d'abord s'être identifié en tant que soi, car au rendez-vous du donner ou du recevoir, il faut posséder quelque chose qu'on mettra dans l'escarcelle de tous afin d'exister. Être avec les autres, ce n'est pas fondre, ce n'est pas disséquer sa personnalité, disparaître au besoin d'un tout indéfinissable. Nous sommes donc, en tant que continuateur de l'œuvre de Mzee, notre mentor, dont le mentor a été Patrice Emery Lumumba. Et ils nous ont tellement bien fait les choses qu'à chaque fois que nous célébrerons Mzee, nous célébrerons en même temps Lumumba. Parce que si le 16, c'est demain, le 16, c'est la journée de Laurent Désiré Kabila, le 17, c'est la journée de Patrice Emery Lumumba. Tous deux morts pour avoir voulu défendre mordicus leur Congo chéri et ayant pris le parti de défendre le peuple congolais. Donc, vous allez voir dans les écrits de Mzee Laurent Désiré Kabila, tirant les leçons de la première rébellion populaire 1960 après l'éviction de Lumumba et son assassinat, il a sorti un document intitulé les 7 erreurs de la première révolution, dont l'une des grandes erreurs était le tribalisme. Mzee va s'acharner sa vie durant à empêcher que ne rejaillissent encore les forces néfastes du tribalisme sur la lutte politique. Parce que si cela est possible, aucune activité d'envergure n'est possible pour la libération du peuple si le peuple est défini selon son territoire linguistique. Mais s'il se présente comme un tout, dont les intérêts sont d'abord d'ordre économique, Didier Moumengi vous rappelait que la préoccupation de Mzee était d'abord de faire de la souveraineté nutritionnelle, faire en sorte que le premier droit du Congolais, c'est d'être capable de se nourrir chaque jour à sa faim. Il n'y a pas une faim différente de quelqu'un de Kindu par rapport à celui de Bolobo. Il n'y a pas une faim de celui de Kapanga à quelqu'un de l'Ituri. Le peuple a des intérêts en commun. Et en face d'eux, il y a les exploiteurs qui servent souvent de relais à des exploiteurs internationaux qui sont à l'extérieur et qui ont trouvé des laquais de vallée en interne comme bourgeoisie comprador afin de pouvoir assouvir leur destin. Mesdames et messieurs, regardez bien. Lorsque ce Congo prend sa configuration géographique actuelle, nous sommes au XIXe siècle, à la conférence de Berlin de décembre 1884 jusqu'en février 1885. Vous vous imaginez 14 puissances coloniales se réunir pendant autant de temps. On vous dira c'est pour se partager l'Afrique, ce qui est faux. C'est pour décider du sort du Congo. Le Congo est un enjeu mondial. Ceux qui rechignent à ça, ils n'ont qu'à relire les annales de la conférence de Berlin.
Qu'est-ce qui se décide là-bas? C'est de faire de ce Congo un pactole, une réserve stratégique par sa centralité, par la richesse de son sol et de son sous-sol. On me dira, bon, on ne connaissait pas toutes les richesses, mais on commence à connaître. Les explorations qui avaient déjà été faites avaient fait la démonstration que par la faune, la flore, la centralité de sa position, l'immensité de son territoire, le couvert végétal et tout le minerai qui à l'époque était stratégique, à ne prendre que le caoutchouc par exemple, à l'époque on vient de créer les véhicules avec Ford, pour le pneumatique, et donc le Congo est incontournable pour l'évolution de l'économie mondiale. Et une telle richesse ne peut pas appartenir à une seule puissance coloniale. Ainsi, le chancelier allemand Bismarck convoque cette réunion pour faire en sorte que ça soit la propriété de tout le monde. On va en choisir une sentinelle, le roi des Belges Léopold II, pour garder au profit de tout le monde. La preuve, c'est que le territoire congolais est considéré comme une zone neutre, une zone d'accès pour toute puissance voulant y accéder et faire en sorte qu'il y ait la fameuse liberté de navigation sur le fleuve Congo. Nous sommes le seul territoire au monde à appartenir en même temps au bassin du fleuve Nil et au bassin du fleuve Congo. Tous les couverts végétaux d'Afrique, toute la richesse aquifère, donc l'eau, richesse de demain, on dit qu'il y aura des guerres de demain, se trouve au Congo. Et donc ce Congo ne peut pas appartenir à la France, ne peut pas appartenir à l'Angleterre, les deux grandes puissances de l'époque sur le plan colonial. Et donc en le neutralisant, on donne à un tout petit pays qui n'avait aucune expérience de colonisation pour n'en être que le gardien. En attendant, la France prétendra avoir un droit de préemption au cas où la colonisation belge ne marcherait pas pour reprendre cet immense territoire. Et donc, à chaque fois, on nous rappellera que nous, Congolais, nous ne sommes qu'occupants d'une terre d'autrui. La mise en valeur, la fameuse mise en valeur du territoire congolais a été faite avec de l'argent venant du monde entier. Les premiers fonctionnaires de l'État indépendant du Congo ne sont pas nécessairement des Belges. Ils viennent du monde entier. Pour la construction du chemin de fer, ils vont chercher de la main-d'œuvre jusqu'en Afrique occidentale. Ils vont chercher de la main-d'œuvre même jusqu'en Chine. Pour vous montrer la singularité de ce pays, nous sommes un enjeu mondial. Et nos dirigeants connaîtront le même sort tant que nous ne prendrons pas conscience qu'ils meurent pour ce qui apparemment appartiendrait aux autres. Le temps est venu de prendre conscience, d'enseigner cette réalité à nos enfants, afin qu'ils sachent qu'ils ne sont ni Zambiens, ni Béninois, ni... Il y a des pays qui n'ont jamais connu le moindre coup de feu depuis leur indépendance, ce qui n'est pas le cas du Congo. On nous gênera toujours dans notre élan, autant qu'on l'a fait avec Lumumba, autant qu'on l'a fait avec Laurent Désiré Kabila. À moins que l'on accepte d'être le relais de cette domination, mais même alors, à la fin, il vous abandonne toujours. Regardez cette image ignoble du président Mobutu, représentant le pays de nos ancêtres, à la conférence des chefs d'État de France et d'Afrique, où on ne prévoit même pas une chaise pour lui. Vous vous souvenez, il le dit, là, le film le montre. Voyez comment on a cherché à humilier un dirigeant de notre pays. Et donc, notre histoire, nous n'avons plus à en faire une sissiparité, de découper notre histoire, à prendre que des morceaux qui nous intéressent. Nous devons assumer cette histoire-là d'avant l'arrivée des colons jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire même Mobutu est un élément de notre histoire qu'il nous faut assumer. Donc, vous allez voir que Musée va faire son choix. Ah, on vient donc... bon, qu'est-ce que j'ai fait? Le nationalisme de Mzee Laurent Désiré Kabila, si vous permettez, je voudrais terminer par là. Le nationalisme de Mzee se veut une arme d'intégration nationale et de cohésion nationale. C'est pourquoi il va en guerre, Mzee Laurent Désiré Kabila, contre toutes les fractures qui fragilisent la nation.
Là où on distingue les femmes des hommes, Musée n'est pas d'accord. Là où on discrimine les jeunes, d'ailleurs, il a un tel investissement dans la jeunesse qu'il croit l'ancienne classe politique comme polluée. Musée est convaincu que les jeunes gardent encore une certaine innocence sur laquelle on peut faire germer des nouvelles valeurs congolaises, de refaire un Congo nouveau à travers notamment le service national, qui est une école de prise de conscience, une école de défense de la nation. Parce que le nationalisme ne peut pas être que verbal ni intellectuel. Le nationalisme, c'est aussi être capable de prendre une arme pour défendre le territoire national, qui est la mère patrie, c'est-à-dire la mère et le père en même temps. C'est le sol qui nous a vu naître, le sol qui enfouira nos restes lorsque nous ne serons plus. C'est le sol dans lequel sont enfouis les restes, les mânes de nos ancêtres, sur lesquels nous devons veiller de façon éternelle, en passant le relais aux générations qui viennent. Musée se veut soldat du peuple en se plaçant sciemment, il est dit ouvertement, du côté des faibles. Il mène un combat acharné contre les prédations de toutes sortes. Il ne peut pas admettre que les uns soient nantis, heureux, joyeux dans la République de tous, et que d'autres soient dans le manque et la carence. Et donc, Musée s'en prend à la corruption, à la délation, au machisme, cette tendance à faire de la phallocratie, le pouvoir appartiendrait aux hommes, qui seraient seuls à discuter. Musée n'est pas d'accord. Les femmes doivent être présentes, les jeunes doivent être présents, et nous sommes l'exemple de ces jeunes-là que Musée a rassemblés autour de lui. Musée défend la femme, il défend la jeunesse, il défend le pauvre, il défend l'étudiant, il défend les campagnards, comme il l'appelle, il défend l'Africain face à la domination mondiale, il défend les tiers-mondistes, c'est un panafricaniste, c'est un défenseur des démunis à travers le monde. Il défend l'ouvrier, comme il défend l'enfant et le paysan. Donc, il sait que pour réussir, Jacques, il faut l'apport de tous. Il faut que tous interviennent. Je termine, on est discipliné. Hein? Donc, c'est ainsi que Musée va instituer une branche particulière pour vaincre les fissures sociales qui usent le potentiel révolutionnaire du peuple. C'est le sens du service national, où il y a des cases pour 11 personnes. À l'époque, nous avons 11 provinces, pour que les jeunes venus de toutes les provinces apprennent les langues telles que l'enseignait Didier Moumengi tout à l'heure, et apprennent de l'histoire de la géographie du Congo pour en faire des Congolais vrais. Congolais pensant d'abord Congo avant de savoir de quelle ethnie il est, de quelle province il est. Il est d'abord Congolais et il se bat pour le Congo. Et il a un penchant pour les jeunes qu'il prend pour le fer de lance de la révolution, l'aiguillon capable de transformer les relations sociales. Et il se convainc chaque jour qu'investir dans la jeunesse est la meilleure formule pour des changements rapides et radicaux. C'est pourquoi il met un point d'honneur à la formation. Et la formation, pas seulement classique en allant à l'école. Pour lui, l'université doit être ouverte. La leçon publique que nous faisons aujourd'hui, c'est une émanation de l'héritage que nous avons reçu de Musée. Madame, merci de continuer ce travail. Musée a insisté pour que tout le monde ait accès à la connaissance. Ça ne doit pas être un monopole des intellectuels qui s'enfermeraient dans le 4 murs à l'université. L'université doit être ouverte, la connaissance doit être à la disposition de tous, parce que les décisions à prendre, comme disait Didier, commencent en bas jusqu'au sommet. Comment voulez-vous qu'un peuple discute de grandes questions si il n'est pas conscientisé? Et donc, obligation pour tous ceux qui savent quelque chose de transmettre. Et donc, vous nous verrez, nous, de la génération que Kabila a formée, être toujours prompte à rendre ce que nous avons reçu, à rendre dans les écrits, à rendre dans le discours, à rendre dans la pratique de tous les jours. Et donc, Musée dit, l'autodétermination, c'est très bien, mais c'est une voie rugueuse, difficile. Il faut donc commencer par apprendre l'auto-prise en charge pour réussir l'autodétermination. Parce que si vous ne parlez que de l'autodétermination, mais vous n'avez pas pris vos responsabilités en tant que peuple de vous assumer tel que vous êtes, Musée va vous rappeler, nous sommes au gouvernement pour dire pourquoi le plan de développement de l'Afrique commence à la Banque mondiale, au Fonds européen de développement. Asseyez-vous là, jeunes intellectuels. Je me souviens encore, je crois que lui était déjà arrivé au gouvernement, Babimbaye,
Maître Kinkela, Sonji et d'autres, asseyez-vous, faites le plan triennal de reconstruction de la République démocratique du Congo. On s'assoit, première phrase, qu'est-ce qu'on dit? Jusqu'à la dernière phrase. Pour faire la réforme monétaire, comment on fait une nouvelle monnaie après 4 monnaies qu'on avait trouvées en République du Zaïre de l'époque? Il dit, réfléchissez, nous allons faire notre monnaie nous-mêmes. Et pour en défendre la valeur, la symbolique a été l'image de Lumumba sur le 1 franc. Vous voyez l'image de 1 franc. Il a dit, on a dit non, qu'on mette sur la valeur la plus élevée de notre monnaie. Et il dit justement, pour défendre la valeur de cette monnaie, prenons la valeur la plus basse. Et tant qu'on verra l'image de Lumumba, on saura qu'on n'a pas perdu notre monnaie. Il faut donc que l'image de Lumumba soit sur le 1 franc pour que le franc ne disparaisse jamais. Et à l'époque, il démontrera sa modestie en disant « Tu seras moins prolixe. Oui, tu seras moins prolixe et avare de paroles pour nous permettre aussi de réserver cette belle tribune de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila aux jeunes que tu étais il y a quelques années. Merci, tu me parles bien. Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente, Mzee Laurent Désiré Kabila et vous tous les invités, c'est une école. Ce sont des anecdotes. Et moi, je viens avec 8 anecdotes qui m'ont permis, comme journaliste, de suivre cet homme. En novembre, quand il arrive à Goma, novembre 96, nous lui demandons est-ce que tu seras capable de frapper et de battre et de vaincre Mobutu. Il rigole, il dit nous les battrons. Plus tard, voici un homme exceptionnel, comme le disaient les professeurs, parce que venir après eux, c'est comme une cerise sur le gâteau. Il voulait faire du 1/10 de la population congolaise des militaires et policiers professionnels. Nous serions aujourd'hui l'armée la plus grande au monde par effectif. Nous serions au moins 8 millions. Un pays avec 8 millions de militaires. Donc la RDC à elle tout seule aurait plus de militaires que les États-Unis, la Chine et l'Inde réunies. Nous 8 millions, les États-Unis, la Chine 2,2 millions, selon les derniers palmarès, les États-Unis 1,4 million et l'Inde 1,6 million. C'était hallucinant d'imaginer qu'un président dise ça. Ça faisait peur. L'autre anecdote de Mzee Laurent Désiré Kabila, c'était de protéger les minéraux du pays. Il a créé ce qu'on ne dit pas très souvent, la BCMP, la Banque congolaise des matières premières, à la place où il est, la CENI aujourd'hui. Il était en ce moment demandé aux étrangers de ne plus aller dans les territoires pour chercher les minéraux, ni d'évaluer le diamant congolais. Tout devrait se faire ici. Ce qui a fait peur aux gens. La protection de nos richesses. Ce grand pays, comment le protéger? Lui a osé le dire. C'était un orateur exceptionnel. Quand vous le suivez comme journaliste, vous ne savez même plus quel angle prendre. Parce qu'il vous éduque, il vous conseille, il parle sans arrêt, 2 heures, 3 heures, 4 heures, sans se perdre, avec seulement ce petit papier. Mais dans tout ce qu'il dit, une idéologie sur une thématique très précise. C'est ainsi que les Quinois ont dû chanter l'hymne. Mzee Laurent Désiré Kabila. Yaofele, quand il donnait les camions militaires pour prendre les gens gratuitement, il les renvoyait à la maison quand on le sabotait le transport. La paix se gagne. Ce sont des thèmes à thèse. La guerre sera longue et populaire. C'est devenu un langage
qui caractérise une certaine vision. Il disait à Goma, le peuple ne peut pas avoir peur comme une poule qui ne sait même pas qui va l'avaler et qui fuit. Il faut résister. Ce qu'il a dit s'est réalisé. Autre anecdote, quand en mai, le 21 mai je pense, ici à Kinshasa, il a dit, je vais vous amener le téléphone, vous allez appeler vos parents au village. À l'époque, c'était télécell comme ça, c'était très cher. Qui pouvait imaginer que ça serait possible? Aujourd'hui, on appelle dans tous les villages qu'on veut. Voilà ces anecdotes de reporters où on avait peur. L'homme très proche de la population, suivre Mzee Désiré Kabila, c'était être attentif. Parfois, il arrêtait sa voiture pour aller acheter un fruit chez un paysan. Le président de la République, comment faire ce reportage? Il va acheter un fruit, un manioc ici, vers Njili, il arrête et il demande combien ça coûte. L'autre fois, le reportage qui m'a ébloui, il va acheter un salon de sa maison chez les artisans menuisiers à côté vers Delvaux. Et il faut être à la place de ce menuisier qui vient dans le salon présidentiel prendre son argent et vendre son salon. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas faire autre chose, c'était pour encourager ces garçons. Mzee Laurent Désiré Kabila, la sécurité de la population. Mon premier salaire comme journaliste de la RTNC ici, RTNC Kinshasa, je suis parti en banque en ville. Je suis rentré avec mon salaire dans un sachet. Comme ça. Il n'y avait pas de Koulouna. Il n'y avait plus de Koulouna. On t'attrape, on te demande pourquoi, et c'est fini. Dans le transport, le Kabola Makolo, la chose la plus ridicule que je puisse voir de ma vie, où les malins prennent tout leur temps pour attendre la plus belle femme pour partager, c'est Makolo. En un mois, je vois mes grandes sœurs, reporters et journalistes, présentatrices de 20 heures, qui, lors de ce reportage, en un mois, tout était fini. Le transport était régulé, réglementé. Anecdote plus importante, je termine par là. En janvier 2001, le corps, le petit cercueil doré de Mzee Laurent Désiré Kabila vient de Zimbabwe via le Bombashi. Nous sommes à l'aéroport, je vois les ministres Mouva et Didier Mwengi qui pleurent derrière moi. Je suis devant l'avion. Le corps sort, le cercueil sort, il est poussé. Un militaire parle au cercueil, rend le dernier hommage militaire. Mais il y a une femme qui pleure là, en Kiswahili. Personne ne la connaissait presque. Elle dit des choses graves et gravissimes. Elle dit ceci. J'ai encore ces phrases en Kiswahili. Nani anaua Bile? Nani anaua Kabila? Qui tue ce vaillant? Qui a tué Kabila? Mume wangu mpenzi, mon cher chéri époux, si vous voulez la traduction. Kwa nini cheo ya siku tatu kabla ya miaka kadhaa ya vita? Pourquoi un pouvoir de 3 jours après autant d'années de guerre? Nitakuwa mfuasi wako. Nilikuwa mfuasi wako. Nitaelezea Wakongomani kama ulikuja kuwafungua macho na kuambia mali yao ilijenga nchi zingine. Je serai ton disciple. J'ai été ton disciple. Je dirai aux Congolais ce que tu m'as enseigné, que leur richesse a servi à construire d'autres pays. Siwezi pigana na Mungu. Je ne peux pas me battre contre la volonté de Dieu.
Oumemali Zakaziako, tu as fini ton travail. Va en paix, mon cher mari. Cette femme-là, je regardais, je traduisais en direct à la RTNC. Elle a résumé les anecdotes de cet homme qui voulait faire de la RDC la première armée du monde. C'est cet homme qui disait à la jeunesse, c'est vous qui allez vous organiser pour vous prendre en charge. N'attendez pas des biens des autres, mais organisez-vous pour tout gagner. Merci. À la fois une émotion pour nous de témoigner à cette occasion. Nous allons simplement dire ceci. D'abord, s'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre. Présentez-vous. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il fallait se présenter. Mon nom, c'est Monsieur Jean Isaac, actuellement le bourgmestre de la commune de Nemo. Jeune qui a subi le musée à partir de Kinshasa. Merci. Je disais à Madame la Présidente de la Fondation Musée, Madame, je pense qu'il est temps qu'on ait une école de formation de la pensée de musée, une école qui sera gérée par la Fondation. Aux éminents orateurs que j'ai eu à suivre religieusement ce jour, et à nous tous ici qui nous réclamons muséistes, nous avons doublement tué au musée. C'est mon point de vue. Le prof Ngomabinda a dit, le musée a recouru aux scientifiques congolais pour rebâtir un Congo des Congolais pour les Congolais. Qu'avons-nous fait? Je pense, cher professeur, vous pourriez nous aider. 21 ans après, si ma mémoire ne me joue pas du tout, 20 ans, qu'est-ce que nous devons aujourd'hui faire pour une bonne fois mettre notre intelligence au bénéfice de ces pays? Qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter d'être des intellectuels occidentaux? Et comment faire, nous jeunes, pour qu'une fois, une bonne fois, que ces pays puissent devenir indépendants pour toujours. Nous sommes toujours, comme disait Lumumba, comme des Congolais, 100% Congolais. Arrêtons de nous comporter en Congolais, physiquement, mais intellectuellement blancs. Et nous ferons honneur en musée. Merci. Merci. Sandra Mouroula, je suis jeune cadetiste et pérélouche. Mes questions sont résumées en deux, que j'ai trouvées importantes et que j'adresse à la présidente de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila et à tous nos vaillants professeurs ici présents. La première, elle est pour tous mes frères ici présents jeunes, c'est de savoir comment est-ce que nos aînés pensent que nous, la jeunesse kabiliste, nous serions prêts à prendre le relais maintenant, pendant que 90% de nous sommes chômeurs et n'avons ni d'expérience ni activité professionnelle. Politiquement parlant, que prévoient nos aînés kabilistes chevronnés pour cette jeunesse assoiffée d'apprendre, afin que nous soyons essentiellement outillés en la matière et ainsi donc pérenniser l'idéologie de notre héros national et notre père patriote, je cite, Musée Laurent Désiré Kabila. Madame la Présidente de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila, différents intervenants, chers camarades. J'interviens ici. Présentez-vous s'il vous plaît. Monsieur Rossi Kiwa, actuel bourgmestre de la commune de Kinshasa. J'interviens ici pour d'abord
d'abord dire merci à la Fondation pour l'organisation du cadre de réflexion en rapport avec le musée. Et deuxièmement, je fais mien tous les propos soutenus par le professeur Nova ici en Bénin. Je me rappelle bien que le musée Laurent-Désiré Kabila en 1997 avait bien associé la jeunesse. Le professeur Nova, si je ne m'abuse, avait 28 ans, peut-être 34 ans. Les sénateurs du Mouvement, ils étaient tous jeunes. Nous voulons bien pérenniser le musée. Nous devons nous rappeler de la leçon de la longue marche, comme le disait Mao Tse-tung lorsqu'il a écrit l'esprit de Yan'an, le bastion de la révolution chinoise. Nous, Congolais, nous, muséistes kabylistes, qu'avons-nous fait de la leçon de la longue marche du musée? Se souvenir de la leçon de la longue marche du musée serait une occasion pour nous de nous remettre en cause aujourd'hui. Nous avons parlé du tribalisme. Si vous regardez l'entourage du musée de l'époque, il y avait toutes les couches qui gravitaient autour de lui. Je nous demande de cesser avec le clivage. Je sais de quoi je parle. Si nous voulons que l'esprit du musée soit pérenne, nous devons mettre de côté, comme le disait le professeur Mova, le tribalisme, même dans le choix des animateurs de nos structures, au niveau des associations, au niveau du parti, et vous allez comprendre que l'esprit du musée Laurent-Désiré Kabila continuera à exister jusqu'à ce que la reconquête sera totale. Je dis en peu de micro, je vous remercie. Et un serment. La question s'adresse particulièrement aux compagnons du musée. Je suis heureux aujourd'hui de voir devant moi le professeur Tidémoni, mais ça faisait plusieurs années que les compagnons du musée se faisaient plus longtemps. Il faut qu'on se le dise. Plusieurs d'entre eux se sont tués et ont disparu. J'aimerais quand même savoir. Banasema vita ishi hapa Kisangani. Et nous, comme étudiants, avons crié avancer, avancer. J'étais encore jeune et j'étais au premier graduat. Mais aujourd'hui, je suis professeur. Je pense, Madame la Présidente de la Fondation, je suis passé par votre bureau pour solliciter que vous puissiez mettre l'université qui parlerait de ces questions politiques. Je ne sais de quelle formation qu'on peut formuler. Les savants Mova, Didier Moumengi, les autres sont là. Ils peuvent réfléchir pour avoir une université à son nom. J'ai amené déjà des projets comme ça au niveau de la Fondation. Maintenant, musée vers après. Ce qui a été dit ici retient l'attention, il ne mérite pas qu'on pose encore des questions, mais plutôt d'approfondir ses connaissances, d'en savoir davantage. Par conséquent, ce n'est pas justement une question de culture dans notre organisation. J'ai lu la lettre à Boyal, le mot qui parlait à sa femme, Apolline. Et j'ai retenu une chose, à mes enfants que je laisse sans espoir de les revoir un jour. J'attends de vous, tout comme j'attends de tout Congolais, de croire d'abord à l'avenir de la RDC. Et que j'attends de vous, c'est qu'on attend tout Congolais, et militer pour l'effort, je vais militer de la première manière. J'ai lu encore
ce moment, notre héros que nous célébrons aujourd'hui, José Laurent Désiré Kabila. Maman, je serai vous. Aujourd'hui, cette jeunesse qui est venue, elle est venue pour une simple raison. La solidarité, la pérennisation de ce qu'a été la lutte, l'héritage des membres et du José Laurent Désiré Kabila. Il va à l'intérêt de nous qui sommes dépendants du militaire, puisqu'il a juré de jamais trahir le Congo et nous sommes prêts pour cette école de formation idéologique. C'était une recommandation. Je vous remercie. Vraiment, Mazo s'est présenté en tant que président provincial. Il y a JPRP Kinshasa. Vraiment, c'est pas micro. Message maman les amis. On a reversé la jeunesse parce que dans mon équipe, tout le monde s'intéresse à la jeunesse. Et puis, jeunesse, dans le il faut tous vraiment tous à la cause pour se prendre en charge. Et puis, nous avons vraiment les sérieux. Comme fondation, comme parti, et là, on est toujours prévoyé pour le musée à venir. Surtout, parce que les autres afin d'honorer les jeunes aujourd'hui, les futurs cadres de la République et les héritiers naturels de Mzé Laurent Désiré Kabila. J'en profite également pour remercier Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a consacré son temps pour venir encourager la Fondation Mzé Laurent Désiré Kabila et la jeunesse. Nous remercions également l'auditoire pour la participation. plein de coupières le bateau. Bah, pas par là. Bon, je crois qu'il ne faut pas vivre et sans laisser des traces. Lorsque 20 ans après, les gens se rappellent encore de Laurent Désiré Kabila, ce n'est pas tout simplement parce qu'il avait été président de la République, mais c'est parce qu'il a marqué son temps. Comme pour dire, il n'a pas vécu pour rien. Et le président de la République de l'époque, Laurent Désiré Kabila, a laissé comme héritage. Et ça, je crois que c'est très naturel, ça ne restera jamais gravé dans la tête de tout le monde. Un sens très élevé de l'amour du Congo. La preuve en est qu'il en a même payé de sa vie. Mouzé n'a pas été assassiné parce qu'il devait de l'argent à quelqu'un. Il n'a pas été assassiné parce qu'il était dans un bar avec quelqu'un. Mouzé a été assassiné tout simplement parce qu'il a défendu farouchement l'intégrité du territoire et les intérêts du Congo. C'est parce qu'il voulait que le Congo soit effectivement aux Congolais. Que cela ne soit pas un slogan. Il a posé des actes, nous l'avons vu. Son sens organisationnel du pouvoir congolais de l'époque démontrait à suffisance quelle orientation voulait donner au pays. Cela n'a peut-être pas plu aux personnes qui voulaient bien continuer à avoir de l'emprise dans le pays. Voilà, il a perdu sa vie. Qu'est-ce que nous retenons de lui? Nous retenons de lui le nationalisme à outrance. Nous retenons de lui l'amour du Congo. Nous devons tous l'avoir et je pense que nous l'avons tous. Mais, et surtout, le nationalisme. Ce pays est à nous. Toute personne qui est sortie de cette salle aujourd'hui, en rentrant chez lui à la maison, même s'il avait envie de dealer autrement contre la République, va s'arrêter et comprendre que la RDC est d'abord pour le Congo. Voilà ce que
je peux dire sur votre micro ce que j'ai retenu, que je savais déjà d'ailleurs. Merci. Beaucoup de souvenirs, mais tout à l'heure, on a parlé des valeurs de Musée Laurent Désiré Kabila. Et parmi ces valeurs, il y avait la générosité patriotique. On en a parlé tout à l'heure. J'ai un témoignage à ce sujet. Musée nous avait envoyé Kintenge Kinkumba et moi, en présence du ministre Didier Moumengi, réaliser des interviews en prévision du débat national. Alors nous sommes partis avec un ordre de mission de 2 semaines, mais nous avons fait 2 mois parce que les personnes que nous devions contacter prenaient beaucoup de temps à répondre pour qu'on ait les rencontres et organiser les émissions pour amener à Mzé. 2 mois après, nous sommes revenus, Musée nous a reçus et là-dessus, Kitenge Kinkumba fera le rapport de la mission et il lui dira Musée, au lieu de 2 semaines, nous avons fait 2 mois. Et à ce moment-là, il demandera à son directeur de cabinet ok, comme ils ont fait 2 mois, vous remboursez, puisqu'ils étaient partis pour 2 semaines, le surplus. Le directeur de cabinet dira non, ça ne se fait pas, Musée. D'habitude, les frais de mission, le maximum c'est 1 mois. Et la phrase que Musée a eu à dire, c'était ce sont des compatriotes, des patriotes, ils ont travaillé, eh ben, vous leur donnez 2 mois. Donc j'ai ce souvenir-là de sa générosité patriotique. Ma mission TV, le miroir du monde.